Alors, pour commencer cette présentation, je vais centrer sur, au fond, un triptyque qui serait de, de mettre en évidence l'international à travers d'abord son périmètre, ensuite la stratégie que se donne le CNAM, et enfin le pilotage qu'on essaye de donner à cette dimension de l'activité du CNAM. Je voudrais partir d'un petit paradoxe que l'on peut relever s'agissant du CNAM et de l'écosystème international, l'écosystème universitaire international tel qu'on l'observe aujourd'hui. Celui-ci repose, on le sait aujourd'hui, principalement sur la politique d'attractivité de la France, l'attractivité de ses établissements qui se mesure principalement au nombre d'étudiants étrangers accueillis dans nos établissements. C'est la stratégie, évidemment, qui est donnée de conduire à Campus France avec un certain nombre d'objectifs que je ne vais pas rappeler ici. De ce point de vue, les mobilités entrantes, comme on dit, sont le critère principal. Cependant, on sait également qu'un deuxième critère intervient de manière croissante, qui sont ce qu'on appelle les délocalisations et les déploiements de formation, de laboratoires, d'expertise à l'étranger. Et l'écosystème en mouvement, d'un point de vue international, au fond, c'est cette double évolution en cours à laquelle adhère ou n'adhère pas la majorité des établissements. Le paradoxe, s'agissant du CNAM, c'est que le CNAM, c'est d'abord, comme l'a rappelé Larry Ben-Simon, un établissement dédié à la formation tout au long de la vie. Ce qui signifie que les formations initiales, Larry l'a présenté tout à l'heure, les formations initiales existent, mais ne sont pas prioritaires dans l'offre du CNAM. Ce qui fait que l'attractivité du CNAM, mesurée par le nombre d'étudiants étrangers, étudiants sous statut d'étudiants étrangers, je précise, reste numériquement modeste, même si rapporté au nombre total d'étudiants présents au CNAM, ce chiffre reste quand même appréciable. Et donc, la politique d'accueil des étudiants étrangers par le CNAM reste une dimension non négligeable de son activité. En fait, le vrai critère d'attractivité pour le CNAM, ce sont les déploiements de formation à l'étranger chez ses partenaires, mais de formation tout au long de la vie. Or, la dimension formation tout au long de la vie, on le sait, ne fait pas précisément partie des critères et des indicateurs d'attractivité internationale. Sont pris en considération des étudiants, ce qui n'est pas la même chose qu'un auditeur en formation continue. J'en tire deux conséquences, et je terminerai sur ce point rapidement parce que je ne veux pas que ça prenne trop de place, mais il me semble que c'est un élément structurant pour la présentation qui va suivre. Première conséquence, le CNAM, bien qu'un établissement très internationalisé à l'aune de cette population d'auditeurs en formation continue, est très peu visible dans les statistiques officielles d'attractivité. Deuxième conséquence, l'écosystème international en mouvement tel qu'on vient de le définir n'est pas nécessairement la donnée principale pour la stratégie internationale du CNAM, même si, bien sûr, il s'insère parfaitement dans les priorités, on va dire, de la politique française de coopération internationale et d'aide au développement, et bien sûr dans la politique française d'attractivité du point de vue des étudiants. Alors, pour préciser cette question du paradoxe, je voudrais faire un tout petit focus sur, au fond, ce que c'est qu'un auditeur de nationalité étrangère au CNAM. C'est-à-dire, si on mesure effectivement l'attractivité par le poids des publics internationaux dans les publics totaux au CNAM, il faut se poser la question de savoir ce que c'est qu'un étudiant ou un auditeur international. Alors, d'abord, petite précision, je parlerai dans la suite de la présentation d'auditeurs pour désigner l'ensemble des populations qui fréquentent le CNAM, qui sont inscrites au CNAM, qu'il s'agisse d'auditeurs au titre de la formation continue ou d'auditeurs au titre d'étudiants étrangers. Le premier critère, effectivement, c'est d'abord de savoir qui sont les auditeurs de nationalité étrangère. Le deuxième critère, c'est de savoir, lorsqu'on est en présence d'un auditeur de nationalité étrangère, s'il s'agit d'un étudiant sous statut étudiant étranger ou d'un auditeur étranger au titre de la formation continue. Ensuite, s'il s'agit d'un étudiant étranger, est-il étudiant au CNAM en France ou au CNAM à l'étranger? S'il s'agit d'un auditeur étranger au titre de la formation continue,
est-il étudiant, est-il auditeur au CNAM en France en tant que résident étranger, ou est-il auditeur au CNAM à l'étranger? Et dans ce cas précis, s'il est auditeur au titre de la formation continue au CNAM en France, suit-il sa formation en présentiel ou en distanciel? Enfin, s'il s'agit d'un auditeur étranger au titre de la formation continue au CNAM à l'étranger, suit-il sa formation dans un centre CNAM à l'étranger ou dans une autre formation CNAM à l'étranger? Et précisément, si cet auditeur étranger en formation continue dans un centre CNAM à l'étranger et dans un centre CNAM à l'étranger, suit-il sa formation en présentiel ou en distanciel? Je me suis permis ce petit détour pour qu'on puisse comprendre que, de par même les caractéristiques du CNAM, caractéristiques qui ont été rappelées par Larry Ben-Simon tout à l'heure, la notion de périmètre international mesuré par les publics qui y sont inscrits est relativement complexe. Alors, une illustration chiffrée de ce que je viens de dire. Ce tableau, je vais en extraire 2 ou 3 éléments importants. Le premier, c'est que on voit qu'il y a au total, si l'on prend le périmètre le plus large des auditeurs de nationalité étrangère inscrits au CNAM, il y a 12 228 auditeurs, à rapporter à un peu plus de 51 000 auditeurs inscrits au CNAM en 2019-2020, ce qui fait quelque chose de proche de 25%. Donc, un auditeur sur 4 est en fait un auditeur de nationalité étrangère. Alors, on peut raffiner ensuite un tout petit peu, parce que c'est là que ça devient important, et que les caractéristiques du CNAM ressortent très nettement. C'est que sur ce total de 12 800, il y en a près de 4 000 qui sont des auditeurs étrangers inscrits dans une formation CNAM à l'étranger. Qu'il s'agisse de nos centres CNAM à l'étranger, nos 5 centres CNAM, j'y reviendrai, ou d'autres formations que nous dispensons à l'étranger dans le cadre de double diplomation avec des partenaires. Pour le reste, il s'agit d'auditeurs de nationalité étrangère inscrits dans une formation CNAM en France. Soit qu'ils résident en France, et ils sont 5 399, soit qu'ils résident à l'étranger, ils sont 2 935. Évidemment, ceux qui résident à l'étranger sont des auditeurs qui se forment à distance. Et ça, c'est une dimension aussi importante. J'y reviendrai. Parmi les évolutions de l'écosystème international en cours, et les événements récents et l'épidémie va probablement renforcer encore ce mouvement, c'est qu'on voit se dessiner évidemment une forte demande d'auditeurs de nationalité étrangère pour des inscriptions dans une formation CNAM en France en tant que résidents à l'étranger, chez eux. Voilà. L'autre conclusion qu'on peut tirer de ce tableau, c'est que, on le voit si on regarde le coin inférieur droit, les auditeurs de nationalité étrangère qui sont à l'étranger sont un peu plus de la moitié, mais un tout petit peu plus de la moitié. Et un peu moins de la moitié, par conséquence, sont des auditeurs de nationalité étrangère en France. Donc, on en conclut que l'activité internationale du CNAM, évidemment, ce sont à la fois des auditeurs étrangers à l'étranger, mais aussi en France. Je vais donc, comme je le disais, décomposer la présentation en 3 temps. D'abord parler du périmètre, poursuivre sur ce que je viens de commencer, en soulevant la question importante des données. Le travail sur les données pour qualifier le périmètre est essentiel, et compte tenu de la complexité de l'établissement, il faut y être encore plus attentif. Le deuxième sujet concerne, à partir des données que l'on fabrique, que l'on produit, quelle stratégie on se donne, et puis enfin, comment on s'y prend, c'est-à-dire quel pilotage conduisons-nous. En ce qui concerne les données, il est essentiel effectivement de savoir qui est le CNAM à l'international. Et je souhaite ici proposer une distinction assez classique entre 2 dimensions de l'activité à l'international. Une première qui est celle de l'attractivité, donc les mobilités et pour l'essentiel les mobilités étudiantes. Et la deuxième dimension, beaucoup plus importante, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, qui est celle de la projection du CNAM à l'international. Elle passe par la mobilité de son offre de formation, mais aussi de son expertise, et elle concerne ici, évidemment, la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire l'activité principale du CNAM.
Si l'on regarde rapidement ce qu'il en est de l'attractivité se mesure, comme je le disais tout à l'heure, et c'est comme ça qu'officiellement c'est mesuré, à travers les mobilités étudiantes. Il y a ici, on distingue ici classiquement les mobilités entrantes et les mobilités sortantes. En ce qui concerne les mobilités entrantes, diapositive suivante. En ce qui concerne les mobilités entrantes, merci Karine, ce dont il s'agit ici, ce sont des étudiants étrangers au CNAM, hein, c'est-à-dire des populations qui arrivent de l'étranger sous statut étudiant. Et ici, on voit qu'ils sont un peu moins, ils sont à peu près 1500, dont 400 sont de nationalité étrangère, c'est-à-dire 27%. Ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si ce total de 1500 n'est pas très élevé rapporté aux 51 000 auditeurs, la part des étudiants étrangers dans le total de ces étudiants est non négligeable puisqu'elle atteint 27%. La raison en est que, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, la troisième colonne, certaines formations ont un pourcentage d'étudiants de nationalité étrangère qui est de 100% ou de 90%, et puis, la licence commune avec Dongguan University en Chine, ou le master de management, ou le master réseau télécom, mais le gros des effectifs concerne le réseau Intech, dont a parlé Larry Ben-Simon tout à l'heure, l'Institut national technique, économique et comptable, parce qu'il y a ici une très forte population d'étudiants africains, le réseau Intech étant particulièrement bien implanté en Afrique, dans une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne francophone. Voilà, donc les mobilités entrantes, ce sont les étudiants de façon non négligeable, même si la population étudiante au CNAM est minoritaire. Les mobilités entrantes, ce sont aussi les doctorants, hein, et on voit que sur le total d'études de doctorants inscrits au CNAM, 36% sont étrangers et 11% sont en co-tutelle. Il ne faut pas oublier les mobilités sortantes, même si ici elles sont pour le coup résiduelles, parce qu'elles ne concernent que les étudiants de l'école d'ingénieurs du CNAM, le ICNAM, et en 2018-2019, elles ne concernaient que la moitié des étudiants et pour des séjours courts. Il faut dire que les prescriptions de la CTI n'étaient pas encore entrées en vigueur au cours de cette année et que désormais, évidemment, le mouvement va être beaucoup plus important et systématique à compter de cette année. Ensuite, le deuxième sujet, évidemment, c'est, pour qualifier le périmètre, c'est ce que j'ai appelé la projection ou les projections du CNAM à l'international. Et ça passe d'abord, évidemment, par ce que j'ai appelé les mobilités des formations, c'est-à-dire la capacité qu'a le CNAM à déployer des formations qu'il offre en France à partir de son catalogue auprès de partenaires ou dans des centres qu'il dirige en propre. Et puis la deuxième projection, c'est ce que j'ai appelé l'expertise, c'est-à-dire la capacité qu'a le CNAM à se positionner sur des appels d'offres ou sur des marchés en gré à gré, soit multilatéraux, soit bilatéraux. J'y reviendrai dans un deuxième temps. En ce qui concerne les mobilités des formations, ce tableau que vous avez sous les yeux présente la capacité du CNAM à déployer des formations dans le monde. On distingue traditionnellement au CNAM deux modes de faire. Le premier, c'est ce qui se passe à travers les centres que le CNAM a développés à l'étranger, son réseau de 5 centres. 3 d'entre eux sont des centres conduits en partenariat, en joint venture en quelque sorte, avec un partenaire universitaire étranger. Il s'agit de l'ISAE au Liban, avec l'université libanaise, l'INPHB en Côte d'Ivoire, avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, ou bien l'Institut franco-chinois avec Dongguan University of Technology en Chine. 2 autres centres existent également, le centre de Madagascar et celui du Maroc. Celui de Madagascar est une association de gestion et celui du Maroc est un centre de représentation du CNAM France au Maroc. Comme vous le voyez, ces centres scolarisent un petit peu moins de 4000 étudiants. Si je vous avais présenté les chiffres il y a un an, ils étaient nettement supérieurs parce que la crise n'était pas passée au Liban et le Liban n'aurait pas perdu
presque 40% de ses effectifs au cours de l'année passée, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'indiquer, évidemment. Le deuxième axe de projection, ce sont des partenariats que le CNAM noue à l'étranger avec des établissements universitaires ou des écoles professionnelles dans différents pays. Alors, il y a, vous voyez, la Grèce, la Chine, l'Ukraine, la Russie, la Tunisie, la Roumanie, le Japon. Ce sont là des effectifs qui sont beaucoup plus faibles parce qu'ils reposent généralement sur, au fond, le déploiement d'une formation dans un domaine particulier et n'ont pas vocation, comme ce qui se passe dans les centres CNAM, à offrir toute une palette de formations. Le plus emblématique de cela étant le Liban, où l'offre de formation suit de très très près, évidemment, l'offre du CNAM. J'y reviendrai sans doute rapidement tout à l'heure. Une autre manière de lire les projections du CNAM à l'international, c'est de croiser plusieurs critères. C'est de croiser d'abord les modalités d'intervention avec les pays de présence, les établissements partenaires et les nombres de formations. C'est-à-dire que là, on quitte le domaine des publics, des inscrits, et on va du côté on va dire, de l'ingénierie. Et si on regarde les choses de cette manière, on voit que le CNAM est présent aujourd'hui dans 29 pays de façon pérenne. Il a noué des partenariats avec 41 établissements. En fait, ça, c'était vrai l'année dernière. Aujourd'hui, on est passé à 44. Et le nombre de formations, 123, on est passé à plus de 130 aujourd'hui. Voilà, donc ça donne une image évidemment assez intéressante aussi de la diversité de présence et de modalités d'intervention du CNAM à l'étranger. Monsieur Commelin, je me permets de vous interrompre. On est en train de dépasser très, très, très largement le timing, Bon, malheureusement. ok, très bien. Je suis désolé. J'accélère. Voilà, super, merci beaucoup. Je suis désolé. Pas de Alors, souci. en ce qui concerne l'expertise, là, ce qu'il faut retenir, c'est simplement la capacité du CNAM à se projeter donc, dans un contexte d'abord européen. On le voit, 9 projets sont en cours avec l'Union européenne dans le cadre principalement des projets d'Erasmus. Quelques projets sont remportés également sur des appels à projets de l'Agence française de développement ou du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En ce qui concerne le gré à gré, l'AFD, un partenaire vietnamien sont les principaux projets sur lesquels nous sommes positionnés ces derniers temps. En conclusion sur cette partie, je vais juste ici vous donner lecture de ce qu'est le périmètre à l'aune de différents critères. D'abord, le critère des auditeurs, je n'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Le critère des formations internationales en France, et notamment des masters et MBA qui sont ouverts exclusivement pour les étudiants étrangers et qui accueillent 291 auditeurs étrangers. Les doctorants, j'en ai parlé, les thèses en co-tutelle, les mobilités Erasmus. En ce qui concerne les projections, 147 conventions sont actives aujourd'hui, 33 implantations à l'étranger au jour d'aujourd'hui et 44 établissements partenaires, je le disais tout à l'heure. Enfin, une dernière dimension doit être relevée, c'est celle du distanciel, c'est-à-dire le développement important de l'offre du CNAM à travers la FOD, les MOOC et les SPOC, qui procède tout simplement d'une forte demande exprimée par les auditeurs internationaux pour ce type de formation. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le plan FOD est développé, plan dont parlait tout à l'heure Larry Ben-Simon dans sa conclusion. Rapidement sur la stratégie, je ne vais pas ici développer les diapositives qui vont suivre. Je voudrais simplement citer les principaux critères sur lesquels nous travaillons pour déterminer la stratégie. Souhaitons-nous que le CNAM se développe ici en France ou là-bas à l'étranger? Et si c'est à l'étranger, où? Avec quels partenaires? Faut-il conduire d'autres activités que la formation, en particulier la recherche et l'expertise? Elles existent bien sûr, mais dans quelle proportion faut-il accompagner ce mouvement? Si nous nous déployons à l'étranger, comment le faisons-nous? C'est-à-dire ici, quel est le cadre conventionnel dans lequel nous travaillons et selon quelle procédure, en associant quelle partie prenante? Et enfin, quel est le rôle de la FOD? J'en parlais à l'instant. Je ne vais pas développer cette diapositive. J'ai juste ici illustré la diversité, évidemment, des modalités d'intervention quand on décide d'être présent en France ou à l'étranger. Vous voyez que selon qu'on est en formation initiale ou continue,
on n'a pas les mêmes outils en main. En formation continue, on a pratiquement toute la palette, et en formation initiale, on ne l'a en réalité principalement qu'en France. Si je passe à la géographie d'intervention, au CNAM, on a l'habitude de retenir trois cercles concentriques. Le premier qui relève d'une logique d'approfondissement qui consiste à partir de nos 5 centres à l'étranger, et à aller aussi loin que possible dans le développement de leur activité, parce que nous y sommes présents depuis longtemps et que nous connaissons parfaitement nos partenaires. L'élargissement, c'est une logique un peu différente qui vise en fait à essayer de renforcer notre présence dans un certain nombre de pays avec lesquels les contacts existent depuis un certain temps et sont probants. Et puis la prospection, c'est le cercle de pays sur lequel nous essayons de travailler à partir de contacts préliminaires qui sont la plupart du temps très récents. Je ne passe pas non plus trop de temps sur la photographie par géographie. Retenir simplement que sur les deux colonnes, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, Océan Indien, concentrent, on le voit, ce sont les chiffres passés en rouge, l'essentiel finalement des meilleurs scores que le CNAM enregistre à partir des différents critères qui sont listés ici. En ce qui concerne l'Europe, ce sont surtout évidemment des critères de mobilité liés principalement aux programmes Erasmus et aux mobilités qui y sont associées. Enfin, dernier sujet donc, en ce qui concerne la stratégie, avec qui travailler. Ici, je voulais illustrer simplement la diversité des possibilités qui s'offrent au CNAM à travers ne serait-ce que ces 5 centres à l'étranger. Comme vous le voyez, les dispositifs sont très variés. Les partenaires locaux, lorsqu'ils existent, sont des partenaires très lourds. L'Université libanaise, l'INPHB sont les institutions les plus importantes dans leur pays. L'activité, c'est principalement de la formation continue, mais vous voyez, la formation initiale existe aussi dans un certain nombre de ces centres. Les diplômes, pratiquement toute la palette des diplômes offerts par le CNAM est proposée ou proposable dans ces centres. Et les promotions, je n'y reviens pas, j'ai développé ce point tout à l'heure. Enfin, le dernier point concernant la stratégie, c'est le fait de savoir si la FOD peut être ou non relais de croissance. On voit que la demande pour la FOD de la part des auditeurs étrangers, notamment ici dans cette diapositive, dans les centres CNAM à l'étranger, est non négligeable, hein, puisque en fait, on a à peu près 30% d'auditeurs étrangers inscrits dans les centres CNAM à l'étranger qui suivent un enseignement en FOD en totalité ou en partie. Et en ce qui concerne les auditeurs inscrits en FOD dans une formation CNAM en France, ce n'est pas négligeable non plus, puisque vous voyez, on est à 2442 sur 5399 lorsqu'ils résident en France et 786 sur 2935 lorsqu'ils résident à l'étranger. Enfin, et ce sera la dernière diapositive, en ce qui concerne le pilotage, eh bien, pour arriver à mettre en musique ces stratégies à partir de ces données, il y a un gros travail évidemment à conduire, qui est en cours, qui a été engagé, qui est en cours et qui concerne principalement 5 chantiers. D'abord celui de la gouvernance. Il est très clair que l'international au CNAM, c'est une politique qui se conçoit et se met en œuvre avec toutes les parties prenantes au sein de l'établissement. La direction du développement européen international est une petite direction qui travaille systématiquement en interaction avec toutes les autres parties prenantes, aussi bien les fonctions support de l'établissement que, évidemment, les services opérationnels. Et puis, le deuxième chantier concerne l'attractivité. Il est absolument indispensable de développer la promotion internationale du CNAM auprès des publics visés, même si ces publics ne sont pas des publics étudiants. Donc, il faut savoir s'adresser à des publics en formation tout au long de la vie qui ne viennent pas aussi facilement vers nous que peuvent venir les étudiants. Le troisième chantier, c'est l'expertise. Est-ce qu'il faut et comment développer, élargir le champ d'exercice de l'expertise du CNAM, aussi bien sur les programmes européens que sur les programmes bilatéraux financés notamment par la France? Le quatrième chantier, c'est évidemment la nécessité de se doter d'un système d'information international fiable. Nous y travaillons, notamment avec Karine Edouard. Et il y a ici beaucoup à faire parce que la complexité du périmètre, comme j'ai essayé de le montrer, le requiert. Et enfin, le dernier chantier concerne les procédures et modèles. Il est aussi tout à fait indispensable pour sécuriser
le développement de l'activité internationale, de sécuriser précisément les procédures et de mettre en place des modèles de partenariat pour faire réussir les projets sur la durée. Je crois que j'ai terminé.